Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC. Et comme on connaît déjà, c'est un magazine dans lequel nous traite, nous cause l'urbaine thématique qui impactait nos sociétés. Aujourd'hui, encore une fois, on peut dire merci de suivre cette émission, merci de prendre le temps précieux que vous avez pour regarder ce magazine. Et aujourd'hui, nous causons un sujet qui concerne tout le monde. Très longtemps, il considéré comme un sujet tabou. Nous cause aujourd'hui le suicide chez les jeunes. Alors très souvent, quand nous sommes ben jeunes, il y a un sourire, il y a un comportement jovial, mais des fois, de trop ben jeunes qui accrochés avec le téléphone, qui renfermés dans une classe. Alors qu'est-ce qui explique qu'ils nous jeunes aujourd'hui avec ben chiffre qui nous invitait pour de nous ben jeunes en détresse. Donc il arrive l'air plus que jamais qui nous cause le suicide sans jugement et sans tabou. Nous invitons aujourd'hui et la docteure Émilie Rivette qui est docteure en psychologie clinique et qui peut venir répondre à de bonnes questions. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Avec le plus grand des plaisirs. Donc, je rappelle Émilie Rivette, qui est directrice de Connecté. C'est une entreprise sociale du diocèse de Port-Louis. Exactement. Alors, nous avons envie, aujourd'hui, une conversation avec vous, une conversation sans filtre et humaine surtout. Nous posons donc la grande question qui est le suicide. Mais avant de commencer, moi, j'ai une question pour vous, docteur. Est-ce que nous, ben jeunes, aujourd'hui, sont en souffrance? Alors, mon collègue a une question bien large et ce qu'on voit dans les statistiques, c'est que aujourd'hui, il y a plus de souffrance effectivement chez les jeunes. Les troubles de santé mentaux chez les jeunes explosent, pas seulement depuis le Covid, mais aussi depuis l'introduction du smartphone. On voit que les chiffres explosent justement autour des troubles de santé mentale chez les jeunes, que ce soit au niveau de la dépression, au niveau de l'anxiété, au niveau des troubles de conduite, de l'agressivité, effectivement. Nous connaissons que ce sujet suicide-là, souvent il y a un sujet qui est difficile pour aborder parce qu'il y a des sources de souffrance. Et souvent, nous ne connaissons pas aussi. Moi, il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, je ne connais pas comment cause li. Je ne connais pas qui mot utilise li. » Et donc, il est compliqué pour trouver les mots, pour vraiment savoir quoi dire, comment accompagner. Et très souvent, c'est un âge assez difficile qui tout cela arrivé. C'est quand ce jeune-là il est en transition, il est sorti dans l'enfance et puis vient dans l'adolescence. Est-ce qu'il nous dire que c'est une période difficile pour un jeune l'adolescence? Alors, je pense que l'adolescence est une période, il y a les auteurs qui vont parler d'une période de vulnérabilité. C'est une grande période, c'est une période où il y aura de grands développements au niveau du cerveau de l'adolescent, au niveau hormonal, au niveau social, au niveau psychologique. Donc, ce qu'on va voir aussi, c'est que les études vont révéler que les adolescents qui ont des pères, des amis qui ont des comportements suicidaires, ça peut avoir un impact sur eux et ils peuvent à ce moment-là, eux aussi, adopter des comportements suicidaires, plus au niveau des tentatives. Il y a aussi, on sait, en milieu scolaire, un risque qu'on appelle d'entraînement. Quand il y a un suicide dans un collège, si rien n'est fait pendant les 3 prochaines semaines, ou si des interventions ne sont pas bien faites, il y a un risque de 300% qu'il y ait de comportements suicidaires. Donc, basé sur des études que vous avez faites, docteur Émilie Rivette, on travaille beaucoup sur le sujet avec ben jeunes, avec ben moins jeunes, avec toute la sphère de la société. Donc, il y a ben message qui se tient travail, il y a ben quelque chose qui se tient fini faire relever et qui est important, qui se tient à la sonnette d'alarme. Et parmi ces ben messages-là, il y a un qui nous cause la période sensible de l'adolescence. Donc, ou pas pour définir l'adolescence, comment très longtemps, Jimoun fait nous croire, certaines, on va connaître pas nous appeler comme ça, philosophie, il nous fait nous croire que la période de l'adolescence c'est une période difficile. En fait, c'est une période sensible. Sensible, où il y aura une certaine vulnérabilité, où il faudra être attentif aux changements que vit l'adolescence, au comportement, et il faudra aussi pouvoir naviguer en tant que parent différemment que quand il est un enfant, mais en étant toujours très attentif dans la présence, dans l'écoute, avec tout ce qui comporte les challenges de l'adolescence aujourd'hui par rapport aux écrans. Il citait une étude dernièrement
où il disait que les jeunes n'ont jamais été autant connectés et ne se sont jamais sentis aussi seuls. Donc, le sentiment de solitude, dans une dernière étude, entre l'âge de 18 et 25, mais aussi plus jeunes, où des jeunes disent, oui, on est connectés, on est dans les réseaux sociaux, etc., mais on peut se sentir très seul. Et on sait qu'au moment de commencer à penser au suicide, au moment des passages à l'acte, c'est des personnes qui décrivent un grand sentiment de solitude, un grand sentiment de se sentir seul. Voilà. Parce que peut-être on ne va pas comparer les époques, mais quand on était jeune, enfin je parle pour moi, on avait beaucoup de socialisation, on se voyait, on jouait dans la cour de l'école, mais après ça, on rentrait à la maison, on jouait avec ses amis de nos voisins. Donc aujourd'hui, chacun est un petit peu replié sur son portable et Oui. vous dites que même si on est beaucoup plus connecté avec le monde, attention, on se sent seul dans sa chambre. Oui, on peut se sentir seul, on peut se sentir seul. On sait que le cyberharcèlement a pris beaucoup d'ampleur aussi. Mhm. Donc, on peut être, comme on dit, très connecté, mais se sentir seul. Et le sentiment de solitude va perdurer. Ça va amener souvent aussi des pensées suicidaires qui vont commencer à prendre de plus en plus de place parce qu'on a peu d'alternatives. Une personne qui va mourir par suicide, elle ne veut pas mourir. Elle veut arrêter de souffrir. La souffrance est insoutenable, insupportable. Donc, elle va considérer le suicide comme une des solutions pour mettre fin à sa souffrance. Alors, quel type de souffrance Alors, il peut ressentir? Oui, Enfin, on va parler de souffrance en psychologie, de souffrance psychique. Ça peut être une crise que la personne traverse. Ça peut être justement être victime de violence. Ça peut être chez les adolescents. On voit que c'est beaucoup au sein de la famille, au sein scolaire, au niveau social. Il y a une population qui est particulièrement touchée, c'est les personnes de la communauté LGBTQ+. Il y a plus de 40% de ces jeunes qui vont avoir des comportements suicidaires. Donc, il y a des populations aussi qui sont plus à risque, c'est des populations qui sont en minorité ou victimes de racisme et de violence. Donc, ça va être vraiment des souffrances sur les différents niveaux de la vie. Et à un moment donné, on commence à penser à vouloir arrêter de souffrir. Et on commence à penser à se donner la mort comme un moyen pour pouvoir arrêter cette souffrance qui est insupportable et avec laquelle souvent on se sent seul, on n'ose pas dire, on n'ose pas parler, ou on ne se sent pas vu, on ne se sent pas écouté. Donc ça va venir amplifier ce sentiment d'être seul, un peu comme dans un trou noir, et de ne pas voir, de ne pas entrevoir une lumière, un espoir. Alors, tout ce que vous nous dites là, docteur Émilie Rivette, c'est très complexe. Si on doit essayer de comprendre, d'entrer en profondeur dans ce que vous dites, mais ça n'empêche pas que ces jeunes-là, ils n'arrêtent pas de souffrir, comme vous dites, et on a besoin de, peut-être là, sur le plateau, pas qu'à trouver une solution, mais comprendre qui peut arriver dans le cerveau de ben jeunes. Donc, il y a une école de pensée qui dit que quand on parle de suicide, et aujourd'hui, on ose en parler ici à la MBC, c'est parce que le problème est grave. Donc, quand on parle de suicide, est-ce que ça incite, parce qu'apparemment, des études ont démontré que si on parle de suicide, même le mot, ça peut influencer d'autres jeunes à passer à l'acte. Oui. Est-ce que c'est vrai? Alors non, je crois que c'est très important de dire ça, que parler de suicide ne déclenche pas le passage à l'acte. Au contraire, quand on ose parler d'un sujet tabou, ça sauve des vies. Ah bon? Ça veut dire que c'est important d'être direct. Moi, j'accompagne certains parents qui me disent, mais je ne sais pas comment aborder. Mais d'être direct, de poser des questions, de dire, est-ce que tu souffres au point où parfois tu penses à te donner la mort, ou tu penses à te faire du mal? Quelles pensées qui te traversent quand tu es en souffrance comme ça? Je suis là pour toi. Donc, c'est de mettre des mots pour oser parler de la mort et de se donner la mort. Parce qu'on sait que c'est en étant ouvert et honnête autour de cette question qui est fondamentale, ça peut sauver des vies, ça peut permettre à la personne, on a parlé du sentiment de solitude, ça permet à la personne de se sentir moins seule. J'utilise souvent l'image, la personne quand elle est en souffrance, elle est comme dans un trou. Et je dis, notre rôle, nous, en tant qu'accompagnateur, en tant que personne, c'est de rentrer avec elle dans ce trou et de lui dire, je suis avec toi dedans. C'est difficile.
tu n'entrevois pas là de solution, tu n'entrevois pas de la lumière, c'est dur. Et tu n'es pas seul dans ce que tu vis. Et cette connexion, ce lien, oui, c'est une question complexe et en même temps, c'est une question simple de relation à l'autre. C'est une question d'être en lien avec les personnes qui sont autour de nous. C'est une question de quotidiennement poser aux personnes qui sont autour de nous comment tu es, comment tu te sens, comment s'est passée ta journée, qu'est-ce qui a été dur, qu'est-ce qui a été magnifique dans ta journée. Donc, c'est de cultiver ces liens, les liens. Nous sommes des êtres de relation. Et vous parliez tout à l'heure là de la communauté. La communauté sociale, le réseau va être très important pour faire face au comportement suicidaire. Et il est très important pour nous permettre de nous sentir bien. Parce que quand on est à deux dans un trou noir, on n'est plus seul. Et là, on peut commencer à partager ce qui nous habite, à partager ces pensées qu'on rumine, à partager ces envies parfois de nous faire du mal juste parce qu'on veut arrêter de souffrir et à entrevoir d'autres solutions que de se faire du mal. Parce qu'il en existe d'autres. Mais souvent, seul, Voilà. on ne peut pas. On n'a pas cette capacité. Et à deux ou à trois, ou avec une communauté, on peut le faire. Alors, docteur Émilie Rivette, je voudrais bien rebondir sur ce que vous dites en ce moment. On était jeunes, on a tous été jeunes. On avait des soucis, on avait des problèmes à l'époque. Je ne veux pas juger qui que ce soit, mais on était pauvres. Mais est-ce que vous pensez, en tant que docteur en psychologie, que vous parliez de solutions, avant de venir sur les facteurs, parce qu'il faudrait bien qu'on arrive à comprendre aussi, peut-être il y a d'autres facteurs, comment est-ce que les parents peuvent détecter quelques signes, enfin les signes, hein. Est-ce que vous pensez que on est un petit peu loin des valeurs? Est-ce que vous pensez que les valeurs peuvent nous sauver, par exemple, la spiritualité? Alors, c'est intéressant cette question de avant, au fait, le taux de suicide de manière mondiale a diminué au fil de ces années. Ce que nous voyons par contre, c'est que les troubles de santé mentaux ont augmenté. Ah. OK? Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point que vous soulevez, c'est les facteurs de protection. Alors, on sait qu'aujourd'hui, par exemple, se sentir connecté à son école, avoir un sentiment d'appartenance à un groupe, à son école, par exemple pour les adolescents, à son travail, ça aide, c'est un facteur de protection qui va aider à prévenir des troubles de santé mentaux, à prévenir des comportements suicidaires. On sait qu'aujourd'hui, la spiritualité est un facteur de protection aussi. Donc, il existe des facteurs de protection. Je pense qu'on a souvent tendance à comparer ce qui n'est pas comparable. Aujourd'hui, je pense qu'avec les moyens de communication, avec les téléphones, il y a énormément, avec la situation économique, mais ce qu'ils ont montré dans des études qu'ils ont faites, c'est que le facteur qui revient, qui a un impact sur la santé mentale, c'est vraiment toute la question des réseaux sociaux et toute la question de communication aujourd'hui, de téléphone, de smartphone, des plateformes, des réseaux sociaux, autour de la santé mentale. Donc, comment il est important aujourd'hui que nous soyons attentifs dans ce qui se vit en 2025, dans ce que nous avons comme données, pour se dire qu'on a besoin d'apprendre à composer, j'ai presque envie de dire, une différente musique par rapport à la musique qu'on composait avant. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont exposés, les enfants sont exposés à des informations qui ne l'étaient pas avant. Et souvent, c'est des informations qui ne sont pas capables de process par eux-mêmes, qu'il est difficile pour eux de mettre du sens dedans. Donc, comment c'est important de les accompagner dans ce mouvement et d'être dans la qualité de présence et d'écoute, dans la qualité de l'observation de l'autre, de ce qui se vit autour de nous. Alors, on va revenir sur cette question jusqu'à la fin de l'émission. J'espère qu'on aura le temps d'en reparler. Par contre, qu'est-ce qu'on doit savoir? Parce qu'il y a beaucoup de parents qui peut-être regardent cette émission. D'ailleurs, je voudrais bien qu'ils regardent l'émission parce que c'est une émission où on va en profondeur là aujourd'hui surtout sur le mal que vivent nos jeunes et personne n'est épargné. On peut avoir un super jeune à la maison. Tout à l'heure, je le disais dans mon introduction, le jeune est jovial, souriant, heureux.
Mais vous avez répondu quelque part à cette question, quelque part. Il est connecté avec le monde, mais quand il se retrouve seul dans sa chambre, Hmm. c'est là que tout se passe. Mais avant de revenir justement à ça, je voudrais qu'on parle aussi des signes. Parce que les Hmm. parents disent, ah, moi, mes enfants, ils bons, les qui te peut dire, Hmm. moi, toi, te peut dire, moi, mes enfants pas bons. Mes enfants bons, ils contents, lire. Il y a des enfants, ils rentrent la case bonnet. Tous les parents vont défendre leurs enfants. Mais en fait, c'est derrière notre deux. Il faut, enfin, qu'est-ce qu'on peut reconnaître? Hmm. Alors, je pense que c'est une question importante. Il y a deux choses dans les comportements suicidaires. On va parler des facteurs à risque. Le suicide n'est jamais la cause d'un seul facteur. Et je pense que là, les médias ont une grande responsabilité. Le suicide est plurifactoriel. Mhm. Il n'y a pas un facteur qui va causer un comportement suicidaire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans les facteurs à risque, nous allons voir des facteurs à différents niveaux. Ça peut être au niveau individuel. Donc là, on va parler des troubles de santé mentaux, on va parler d'être victime de violences, violences domestiques à la maison conjugale, d'être témoin, mais on ne parle plus de témoins maintenant, ils sont victimes de Oui. violences conjugales Mhm. ou victimes d'une autre forme de violence. Mhm. Des adolescents qui sont placés dans les shelters, qui ont eu des problèmes avec la loi. Mhm. Ça peut être des facteurs sociaux au niveau de la communauté, au niveau du voisinage. Ça peut être des facteurs scolaires, être victime d'intimidation. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une énorme sensibilisation sur le nombre de cas de bullying. Oui, et c'est important de se dire, ce n'est pas parce qu'un enfant est victime de bullying qu'il aura automatiquement des comportements suicidaires. Il faut penser au comportement suicidaire en étant une combinaison de divers facteurs. On peut avoir des facteurs au sein de la famille aussi, on peut avoir des facteurs au sein d'un pays, par exemple l'accès à des soins, l'accès à des services, l'accès à des lieux d'écoute gratuites. Dans les écoles, est-ce qu'il y a des programmes pour aider les jeunes à développer des compétences psychosociales? Est-ce qu'il y a des protocoles quand il y a des comportements suicidaires, comment faire? Et du reste, nous avons développé, nous, un manuel pour les protocoles parce que nous savons, comme j'ai dit, que si rien n'est fait, ça peut avoir un risque d'entraînement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les facteurs à risque. Ensuite, il y a des signes. Et souvent, 8 personnes sur 10 peuvent donner des signes. Et souvent, on ne détecte pas ça comme un signe, ou si on le détecte, on a peur de poser la question. On a peur d'aller un petit peu plus loin. Parfois, ce sera des signes verbaux très directs. Une personne qui dit « mon pleure, mon la vie, mon la tête fatiguée, de toute façon, ça ne sert à rien d'être là. Un jour, vous ne m'aurez plus, vous ne m'aurez plus comme fardeau. » Ça peut être des signes plutôt indirects. On va aller chercher des moyens de se donner la mort les plus faciles. On va écrire des lettres d'adieu. On va commencer à donner des objets personnels. Ça peut être des signes au niveau du comportement. On doit surveiller, on doit être attentif à l'alimentation, OK. au sommeil, à l'humeur et aussi au comportement, s'il y a eu un changement drastique au niveau du comportement ou des performances, que ce soit au travail ou à l'école. Donc, c'est un ensemble de signes auxquels nous devons être attentifs. Et parfois, nous allons noter ces changements et de pouvoir ensuite être présent et être à l'écoute. De dire, ben, tu sais, j'ai remarqué que, il me semble que, quand on vient parler de ça à une personne, on dit à la personne, je te vois, je vois que, j'ai observé que, est-ce que tu veux en parler? Je suis là, si jamais tu veux en parler, parce que je suis soucieux, je me fais de l'inquiétude pour toi. Donc, c'est de montrer qu'on care et de montrer à la personne qu'elle est vue. J'ai tellement de personnes en souffrance qui me disent, mais je me sens invisible, je sens que je n'existe pas. Et ce sentiment de vide, de ne pas exister, ben ça va justement se dire, mais à quoi ça sert d'être là? Pourquoi? Je souffre tellement, personne ne me voit, je me sens seule. Donc, c'est de vraiment, j'ai envie de, vraiment ce message-là, c'est de cultiver la relation à l'autre, que les liens vont nous rendre plus forts, les liens ensemble, être en réseau, et de vraiment activer le réseau de la personne. À qui tu peux demander de l'aide quand tu te sens pas bien? Qui tu peux appeler? Est-ce qu'il y a une personne de confiance avec qui tu te sens bien, avec qui tu peux te dire? Et ça sauve des vies et ça peut faire toute la différence. Alors, je rappelle aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet tabou,
qu'on essaye de démystifier ici sur le plateau avec notre invitée, la docteure Émilie Rivette, docteure en psychologie clinique, vient répondre à toutes nos questions. Je rappelle qu'elle est la directrice de Connecté. C'est une entreprise sociale du diocèse de Port-Louis. Donc aujourd'hui, parler du suicide, oser en parler, et c'est déjà, je pense, un premier pas, j'espère en tout cas, humblement, qui nous capable de trouver une solution. Et on dit une affaire, et moi, je me disais à un parent qui dit, quand il dit à ses enfants, qu'est-ce qui ne va pas, ces enfants-là disent, laisse-moi tranquille, je n'ai pas envie de causer. Dans ce genre de cas, qu'est-ce que vous Alors, bien conseillez? sûr, parfois, l'enfant ne va pas être réceptif ou l'adolescent, laisse-moi tranquille. Et on peut lui dire, au lieu de poser la question, qu'est-ce qui ne va pas, c'est de lui dire ce qu'on a observé et ce qui nous inquiète. Ok. Je réalise que tu passes énormément de temps dans ta chambre et peut-être ce qu'on souhaite. J'aurais aimé qu'on puisse passer un peu de temps ensemble, peut-être à l'heure du dîner ou à un autre moment où j'ai remarqué que là, au niveau de tes notes académiques, il y a une baisse, où j'ai remarqué que tu aimais faire du sport, mais tu ne vas plus autant. Donc, c'est non seulement de lui demander quand on demande qu'est-ce qui ne va pas, ça peut être un petit peu difficile pour l'adolescent de répondre, mais de lui dire, voilà ce que j'ai observé dernièrement. Voilà ce qui m'habite dans mon cœur à moi, de maman ou de papa ou d'adulte. Même des enseignants et des enseignantes peuvent faire ça. Eux aussi, ils jouent un rôle très important, non? Bien sûr, alors ce qu'ils ont montré dans les recherches, c'est d'avoir un adulte avec qui on a un lien d'attachement sécurisant. Ça veut dire d'avoir une personne avec qui on peut être soi, avec qui on peut parler de ce qui se vit en profondeur, sans crainte d'être jugé, sans crainte d'avoir un conseil un peu hâtif, ou sans crainte de lui dire, souvent j'entends aussi, tu as tout pour être heureuse, tu as tout pour être bien, dis-moi ici, tu as ça, il y a des enfants qui n'ont... Oui, mais et que parfois c'est notre manière peut-être de motiver, d'encourager, et là c'est juste de lui dire, j'entends que pour toi c'est difficile. D'être empathique. Voilà, l'empathie c'est vraiment d'entrer dans ce trou noir avec l'autre et de lui dire, je suis là avec toi. Tu n'es pas seul. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre sympathique et empathique? Alors, la sympathie, c'est souvent, je ressens des choses avec toi et parfois même, je vais pleurer avec toi. Quand on vient donner ses sympathies à une famille, on est dans l'émotion aussi, ou bien on va être en colère avec la personne par rapport à une injustice et on aura envie d'agir avec, de faire pour. L'empathie, c'est de se dire, peut-être que je peux rien faire parce que c'est une situation qui est difficile pour toi, mais je suis à côté de toi. Je suis avec toi dans ce que tu vis de difficile. Donc, il y a une petite nuance. Et ensemble, on va essayer de voir qu'est-ce que tu peux faire face à cette situation-là. Alors, malheureusement, le temps passe très, très vite. On me fait déjà signe en régie qu'on arrive presque à la fin de l'émission. Mais je voudrais vous demander deux choses. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes, enfin, je veux dire les parents, ne sont pas vraiment présents pour les jeunes, pour leurs enfants, ou que ce soit un professeur? Parce qu'on ne va pas juger là, c'est une question de temps. On est tous pris dans une spirale de stress, de travail. On a tellement de choses à faire. Est-ce que vous pensez qu'on aurait dû consacrer un petit peu plus de temps à nos jeunes? Alors, j'écoutais un podcast et une étude a été faite dernièrement pour dire que quand les parents, je crois que les parents peuvent être en difficulté. Eux aussi. Eux aussi. Et quand les parents le sont, ça aura un impact sur leurs enfants. Oh là là. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et je pense que les parents font du mieux qu'ils peuvent et que parfois, ils se sentent aussi, ils sont des humains, on est des humains, impuissants, dépassés, découragés, en colère, tristes, et que je pense qu'on apprend à devenir parent et que pour moi, il y a comme deux choses qui sont importantes. C'est comment est-ce que je prends soin de moi en tant que personne pour pouvoir aussi prendre soin et acter le mieux possible auprès de mon enfant. Donc, souvent, les parents, comme vous dites, c'est difficile pour eux. Ils vivent des réalités très difficiles. Donc, il est difficile de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de l'enfant. Et après, c'est de bien se dire qu'en tant que parent, j'ai des responsabilités. Et le fait que je ne puisse pas vivre cette responsabilité, c'est souvent parce qu'eux aussi, ils sont en souffrance. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'être soutenus
accompagner. Et on a beaucoup, beaucoup travaillé, on a beaucoup dit de l'importance d'accompagner les parents dès le jeune âge, dès que les enfants sont jeunes, pour pouvoir apprendre à développer des compétences parentales, Mhm, apprendre à développer les capacités d'écoute. mhm. C'est un apprentissage de tous les jours. Donc, moi j'ai envie aussi d'inviter aujourd'hui l'État mauricien où on a une responsabilité en tant que pays pour pouvoir donner un soutien, avoir des structures, avoir des lieux d'écoute, d'accompagnement. Parce que quand un parent est en difficulté et qu'il se sent aidé et accompagné, Mhm. il le sera moins et son enfant le sera moins aussi. Donc c'est vraiment d'outiller les adultes, de les accompagner, de les aider, de les écouter. Parce que moi, je trouve on est dans un discours souvent qui blâme. Et moi-même, en tant que parent, parfois j'ai besoin d'être soutenue, j'ai besoin d'être aidée, j'ai besoin qu'on me dise qu'on m'oriente, qu'on m'accompagne aussi, parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile, c'est tellement beau, mais c'est difficile dans le quotidien de l'être. D'accord, donc ça, je pense que on devrait hein, peut-être très bientôt faire une émission sur être parent, hein, la parentalité, Oui, parce que c'est pas difficile, mais il y a des choses à apprendre. On il y a, apprend tous les jours. oui, il y a des défis et aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le développement, comment est-ce qu'on peut aider un enfant à se développer de manière optimale, Mhm, autour du cerveau, comment le cerveau se développe, autour des bonnes pratiques et des outils concrets, des informations. Il y a beaucoup de parents qui connaissent pas la notion de l'attachement, de la sécurité dans le lien et parfois juste cette notion, juste cette sensibilisation, ça peut changer le cours d'une vie, ça peut changer le lien que je vais construire avec mon enfant peu à peu. très bien. Et en guise de conclusion, j'aurais voulu qu'on revienne rapidement sur ce mot-là. Euh, je reviens un petit peu, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, quand j'étais jeune, quand j'avais un problème, si j'allais voir, par exemple, j'étais dans un collège confessionnel, on me disait, pour trouver une solution, ben, elle fait la prière. Mhm. Est-ce que c'est un petit peu ce message on pourrait aujourd'hui inculquer à nos jeunes, à part bien sûr de consulter euh, physiquement un psychothérapeute comme vous, docteur en psychologie, mais est-ce qu'il faut ramener les jeunes à la prière? Je pense je pense qu'on ne peut pas avoir une solution collée pour tout le monde. Je pense que ce qu'on peut dire aux jeunes, c'est quelles sont tes ressources, de quoi tu peux, quelles sont tes capacités, quels sont les outils que tu disposes. Moi, je me dis toujours, c'est comme un sac à dos. Le but, c'est de donner aux enfants et aux adolescents un sac à dos où il y a plein de différents outils qu'ils Mhm, peuvent utiliser pour faire face aux difficultés de la vie. Certains vont utiliser la prière, d'autres vont parler voilà, à un parent ou à un ami, d'autres vont faire du sport. L'important, c'est d'avoir un sac à dos qui, dans ce cas-là, pèse un peu lourd, où j'ai plusieurs outils que je peux utiliser pour faire face aux difficultés de la vie. Donc, d'avoir des capacités d'adaptation. Parce que souvent, on donne des conseils, à faire la prière, ou bien cause Candy Moon, ou bien arrête pense ça, mais ce n'est pas la solution qui est mhm, adaptée à la personne. Au lieu de lui mhm. demander, mais toi, tu peux faire quoi? Quelles sont les ressources dont tu disposes? Qu'est-ce que tu as fait dans le passé qui a pu marcher pour toi? Allons essayer de voir ensemble. Et aller vers les ressources, aider les personnes, aider les enfants, les adolescents à trouver leurs ressources parce qu'on en a tous. Mais c'est de pouvoir trouver ces ressources-là, D'explorer ces bien ressources. sûr, pour faire Mhm, face. Et après, quand il y a des signes de dépression, là, oui, il faut consulter une professionnelle bien sûr. ou un professionnel de la santé, parfois un médecin, un psychiatre ou un psychologue, parce qu'il y a aussi, la dépression est aussi une maladie et c'est un des facteurs à risque les plus importants pour les comportements suicidaires à l'adolescence. D'accord, ben en tout cas, merci beaucoup, docteur Émilie Rivette, d'être venue sur le plateau aujourd'hui pour répondre à une question quand même assez taboue, mais il faudra peut-être qu'on en reparle, hein, faire encore d'autres émissions pour sensibiliser la population, sachant que Maurice, on est une population quand même très, très, très croyante et très pieuse, hein, j'ai envie de dire. Donc, même si on a des soucis, même si c'est grave, hein, le problème de suicide, on peut toujours avoir de l'espoir. Et qu'est-ce que vous voulez nous dire pour terminer? Moi, j'ai envie de dire que c'est un sujet qu'il est important
d'aborder ensemble et que c'est ensemble, chacun là où on est, à la place où nous sommes, que nous pouvons prévenir le suicide. C'est chacun en étant attentif chaque jour à une personne autour de nous, en demandant à une personne pour laquelle on se fait du souci, comment tu es, en lui disant, je suis là, je care, tu peux m'appeler, je peux C'est t'appeler. trop mignon. Pour moi, c'est ça. Et c'est ça qui va changer le cours des choses. C'est dedans qu'on peut prévenir tout ce que nous voyons, comme on parle de fléau, c'est de dire, face à tout ça, on n'est pas seul, on est ensemble. Je suis émotionnée parce que j'ai envoyé un message à quelqu'un justement. C'est un parent en fait qui est en souffrance et qui m'a parlé de sa souffrance. J'espère qu'elle va se reconnaître. C'est une maman solo. J'espère qu'elle va se reconnaître. Et merci d'être venue dans l'émission. Merci pour tous les parents qui regardent cette émission et pour tous les jeunes aussi. Et je vous dis à très bientôt. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. À très bientôt. Merci.